There's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Welcome back. Bienvenue pour la partie 2. On est quand même à des meurtres et du vin et on vous fait la surprise de faire en 2 parties, mais en une même semaine. Voilà, donc sur ce, Sur ça, cheers. cheers! Domaine du pain. Domaine du pain, du bon vin. Du pain ou du pain? Du pain et des jeux. C'est pas un pays, non? Ah oui. Oh. Domaine du pain PAIN, ce serait quand même pas mal. Oui, ça doit exister. Hein. Il y a tout sur la Terre. Mon rêve. Alors, on recommence la partie 2. On est sur l'histoire de Panche Zeshoïra et Vania Georgievska. Et on est en Macédoine du Nord. On est d'accord? Et on sait toujours pas où c'est. Oui, enfin, on sait que c'est pas loin de la Grèce, de la Croatie, Serbie, Croatie. Voilà. Il y avait d'autres options. J'aurais pu regarder sur Google, mais j'ai pas fait. On n'a pas fait. Voilà. Donc, on avait fini la partie 1 avec ce personnage qui était Lupko Palevski. Putain, j'ai du mal, hein. Et avec cette idée de Densa, qu'est-ce que c'est que la Densa? Donc, on a arrêté 3 personnes qui sont liées à cette personne Lupko. Ouais. Et donc là, on va continuer pour dire qui est cette personne. Ok. Donc, c'est une personnalité quelque peu notable en Macédoine du Nord à cette époque. Il est né le 12 décembre 64. Il a grandi dans la capitale de Skopje. Et il était déjà, entre guillemets, sous les feux de la rampe dès les années 90. Il se présentait comme un entrepreneur prospère dans le secteur de la construction grâce à son entreprise Oupia Entreprise. Et compte tenu de cette période de l'histoire macédonienne, la construction était une industrie rentable. Lupko veillait également à ce que sa richesse ne passe pas inaperçue, puisqu'il vivait dans une maison luxueuse et haut de gamme dans le centre-ville. Lui, c'est une personnalité notable, avant même les enlèvements, mais il est aussi un personnage controversé bien avant les enlèvements. Lupko était considéré comme l'un des fondateurs de la mafia urbaine, entre guillemets, à Skopje, en raison des projets qu'il entreprenait souvent et des circonstances qui l'entourent. Pendant une courte période dans la région voisine, des vieilles de petites maisons familiales ont commencé à être démolies pour laisser de la place à d'autres bâtiments. Et Lupko est le principal responsable de leur démolition. D'ailleurs, le bâtiment le plus tristement célèbre issu de cette démolition est le bâtiment Tiffany, ça s'appelait, qui était construit en 2006. Il se situe au bord d'un boulevard assez connu et le projet était entaché de dubiosité et de comptes peu clairs, on a dit. Oula, mot compte triple. Ouais, en fait, la hauteur dépassait celle prévue, donc le bâtiment était plus grand que prévu. Et du coup, le projet a été assailli par de longues batailles judiciaires et des appels à la démolition du bâtiment. Et cela avant même que les gens ne commencent à se demander si les projets de construction du Lupko étaient légaux. En raison des controverses autour du bâtiment Tiffany et des controverses et batailles juridiques incessantes, son entreprise a fait faillite et a cessé ses activités le 14 juin 2006. Mais curieusement, la société était enregistrée à la même adresse que celle où Vania allait plus tard vivre. Donc, si son entreprise de construction était une source de controverse pour Lupko, en fait, c'était aussi parce qu'il était connu pour sa carrière politique. D'où la politique qui va entrer en jeu. Et Charlotte est très contente quand on fait une histoire politique. Ouais, je trouve ça trop intéressant. En 1998, il a été élu président de l'organisation municipale du SDSM à Skopje. C'est l'Union social-démocrate de la Macédoine, une partie pro-Union européenne et de gauche. Voilà. Et c'est toujours actif aujourd'hui. C'est grâce à son rôle dans la politique qu'il se rapproche de nombreuses personnes, notamment du directeur de l'agence de renseignement de Macédoine du Nord de l'époque, Zoran Verubski. En fait, j'abandonne, essayer de prononcer les Mais Zoran, dis le prénom. Et d'ailleurs, lui a été arrêté sous l'accusation d'avoir planifié un coup d'État. Comme quoi, sympa, Zoran. Des bons copains. À la fin des années 90, Lupka va fonder... Lupko, pardon, merde, heureusement que tu es là. Il a fondé et publié l'hebdomadaire Start. C'est un bulletin d'information politique qui a connu un véritable succès. En fait, il va
essayé, sans succès par contre, de créer une chaîne de télévision et en fait, il voulait vraiment devenir un mania des médias. Oui, oui. C'était un homme à cette époque-là, en tout cas, politique pro-occidentale et de gauche. Mais au cours des années 2000, ses opinions vont évoluer vers la droite. Et ça, c'est un point intéressant qu'on pourrait en discuter parce qu'en fait, Il y a beaucoup de politiciens qui font ça. pour moi, c'est un panier à crabes, en fait. Bien On sûr. n'est pas d'une partie, on est là où on peut gagner plus de thunes et avoir le plus de pouvoir. C'est les politiciens, c'est ceux qui changent le plus de chemise. Tu vois Trump, hein, Trump était démocrate jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est les républicains qui allaient les lire. Hein, Exactement, on est d'accord. Putain, ça, il faut que j'arrête de le dire. On est d'accord, je le dis tout le temps. Mais ça on m'énerve. est d'accord. Oui, c'est vrai, mais c'est chiant. Donc, Lupko s'est rendu plusieurs fois à Moscou et par coïncidence, il a commencé à s'éloigner de l'Occident pour se rapprocher de la Russie et de la droite. Comme c'est bizarre. Il admire profondément un groupe connu sous le nom de Loups de la Nuit, une organisation de motards russes étroitement liée à Poutine. Attends, c'est pas les loups dont j'ai parlé en Italie? Non, c'est pas. Je crois pas, mais peut-être. Ah non, oui, moi c'était les loups peut-être. gris. C'était les loups gris. Ben, Loups de la Nuit, ça doit être lié, ça doit être un autre facteur, Ouais, une faction il doit y avoir un de- truc de loup, ouais. clairement. Oh, on a découvert un truc. Ouais, tu vois, on apprend. Oui. Donc là, il va collaborer avec les médias pro-russes, il va y apparaître, il va animer un podcast en plus, dans lequel il va défendre plein de théories de complot. Il a plein d'opinions extrême droite, il a des messages nationaux, enfin, Super. de tout, quoi. Ah, Il a d'accord. tout. Joe Et Rogan. il est aussi, on peut le comprendre, un habitué de la justice et un des familles de peine, hein. Et il avait été arrêté à plusieurs reprises. Mhm. Depuis 2000, il est fiché par le ministère de l'Intérieur pour fraude fiscale. En 2002, il a été arrêté pour avoir signalé un faux vol dans son entreprise de construction et en 2005, il est accusé d'abus de pouvoir et de falsification de documents. Il est connu, Un petit classique. ouais, un petit classique de, Ouais. ben, un petit Sarko, un petit, Oui, enfin, tu vois, tant d'autres, oui. comme tant d'autres, exactement. Cependant, il ne va jamais purger une peine de prison. Évidemment. Il est juste condamné avec des peines avec sursis. Oui, évidemment. Pour la falsification de documents en particulier, il est condamné avec une peine avec sursis en 2007. Mais la plupart du temps, il n'est même pas inculpé pour les crimes pour lesquels il est arrêté. Et à chaque fois qu'il a été jugé, toujours condamné, peine avec sursis. Oui, En 2016, une chaîne YouTube qui s'appelle Nikola Tesla, on voit déjà la... incroyable. Oui, oui, mais bon, c'est gros, quoi. Ils vont commencer à publier des vidéos. En fait, c'est des sortes d'enregistrements téléphoniques, de conversations téléphoniques. Et la plupart de ces conversations sont des conversations privées et à l'insu des personnes concernées. En fait, ça va concerner des députés, d'autres politiciens de la Macédoine du Nord. Et en août 2017, Lupko est lié à cette chaîne et arrêté pour avoir publié des conversations enregistrées illégalement. Ok. Il n'est détenu que 20 heures avant d'être libéré. Ok, il a fait une grosse sieste. Ouais, c'est ça, ils sont sans quoi. Au cours de l'été 2017, il va se disputer avec un journaliste nommé Banko Jerowski devant un café. Pendant la bagarre, Lupko va verser de la peinture rouge sur la tête de Banko. Et c'est vraiment cet incident-là qui va le faire connaître, enfin, par le grand public et de nombreuses personnalités de droite en Macédoine du Nord, y compris les politiciens qui l'ont applaudi pour son geste. Qui a de la peinture rouge comme ça À portée de main. Ben, à mon avis, c'était un coup monté pour passer à la télé, quoi. Ça le sent, quoi. Et donc maintenant, même s'il a commencé sa carrière comme militant de gauche, il est devenu l'héros populaire pour l'extrême droite. Oui. En 2019, il a diffusé les mêmes conversations enregistrées à l'aide d'un haut-parleur lors d'un rassemblement politique pendant la campagne d'un candidat à la présidence. Ok. Et ça va conduire à une nouvelle arrestation, libéré avec peine avec sursis. Pardon. Et il va même insulter et rabaisser un policier, mais en fait, il va être détenu, mais encore une fois, rien. Ben, les gens connus, ça se saurait. Hein. Ouais, mais bon, je sais pas, il doit avoir des mains dans les poches. Enfin, bien sûr, il y a des connexions de partout. c'est ça. Il a aussi eu des démêlés avec la justice dans d'autres pays. En 2019, la police serbe va l'arrêter à Belgrade sur la base d'un mandat délivré par ses homologues croates. Cette arrestation a été liée à une dette impayée en 2015 lorsqu'il avait refusé de payer 2500 €. Il sera détenu, par contre, en Serbie pendant 9 mois avant d'être expulsé. Et les Serbes, ils déconnent pas. Ouais, hein. Et là, il va quand même, le pauvre, affirmer que sa détention est motivée par des raisons politiques. Voilà, c'est le Trump de la Macédoine du Nord, hein, le gars. Si important que ça.
Ouais, mais bon, après, ça rallie ton, Bien sûr. Les gens qui sont fans de toi, c'est ça. ils sont encore plus fans C'est parce tout que un complot, quoi. tu es un martyr. C'est ça, c'est un martyr. Et son prochaine arrestation a eu lieu en juin 2020. Il est arrêté pour refuser de se mettre en quarantaine et d'isoler après être rentré après un voyage à l'étranger pendant le Covid. Et en 2020, il va aussi faire l'objet d'une enquête pour possession illégale d'armes et d'explosifs. Malgré tout ça, lui, c'est toujours la victime. Évidemment. Oui, évidemment. Le 17 septembre 2020, il va quitter son domicile situé près du centre commercial à Skopje. Et presque immédiatement après son départ, 2 personnes en moto se sont arrêtées, sont descendues de leur véhicule et se sont précipitées vers lui. Avant qu'il ait le temps de réagir, les hommes sont habillés en noir, ils portent des casques de moto, ils vont commencer à le frapper à plusieurs reprises à la tête avec des barres métalliques et ils vont aussi, frapper tout son corps. Ils tentent de se défendre, mais les 2 hommes vont réussir à le maîtriser, tu m'étonnes. Mais ils avaient clairement l'intention de le battre à mort, en fait, en gros. Mais ils ont dû s'enfuir parce que c'était en public et des passants et des personnes qui sont témoins vont rapidement se rassembler autour d'eux. Et donc, du coup, il va s'enfuir. Encore une fois, les gens du Macédoine du Nord, enfin, tu vois, ils sont quand même là pour le... Ils ont pas, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle là, le syndrome là du bystander. En France, tu serais mort. En France, tu serais mort. Les gens regardent, mais ils n'osent rien faire. Ils n'osent rien faire, oui. Donc, après la fuite de ses agresseurs, il est transporté en urgence à une clinique privée où son état est quand même jugé critique. Il a des hématomes à la tête, un bras cassé, plusieurs blessures contondantes sur le reste du corps, mais il va finir par faire une rétablissement complète. Cette attaque, comme toutes les autres choses qui le rendent victime, on va le qualifier de tentative d'assassinat. Bien sûr. C'est condamné par tout le pays malgré sa partie politique. Mais la police aussi va subir une pression énorme pour arrêter les responsables. On pense que c'est assez facile parce que ils sont filmés par des caméras de surveillance. Merci. Et d'autres l'ont filmé avant qu'ils ne se couvrent le visage. Donc, on a leur visage, en fait. Okay. La police va arrêter plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées, mais en fait, aucune poursuite n'est engagée. Les personnes arrêtées sont libérées. L'affaire est considérée aujourd'hui comme non résolue. Ah ouais. Mais beaucoup de personnes vont publiquement accuser le gouvernement de connaître et de protéger les agresseurs. Et du coup, Lupko, par la suite, commence toujours à porter une arme à feu sur lui. Toujours. Enfin, en 2021, il va faire obstruction à une enquête dans laquelle il n'était pas suspect. Des agents financiers tentent d'interroger sa femme sur une affaire non divulguée. Et Lupko n'a cessé de leur crier dessus pendant l'interrogatoire. Donc là encore, il fait une petite parenthèse. Donc, le 12 décembre 2022, le jour de son 58e anniversaire, Lupko a finalement formé son propre parti politique, dont il est élu forcément le président, par une écrasante majorité, un peu comme Poutine. En fait, il s'agit d'une partie d'extrême droite pro-russe nommée Desna, qui signifie littéralement la droite en français. Je m'hydrate. Hydrate-toi. C'est très très bon d'ailleurs. Je me régale. C'est beaucoup plus ton style que la mienne, mais il est pas mauvais. Donc, cette partie est super nationaliste et l'une de ses directives pour les membres, c'est qu'ils devaient être macédoniens, ethniquement purs. Et en fait, il s'est également prononcé contre le nombre d'Albanais de souche dans les autres partis politiques du Macédoine du Nord. Donc, très raciste. La Desna est anti-immigration, anti-Union européenne. Il souhaite retirer l'accord du Prespa et de supprimer le mot « Nord » du nom du pays. Il est anti-OTAN. Il souhaite que la Macédoine du Nord quitte l'organisation. Comme tous les gros partis d'extrême droite d'Europe, oui. Same, hein. C'est encore, oui et non, parce que après, ils vont qualifier l'OTAN d'atlantistes. Ils estiment qu'ils sont des sionistes qui conspirent pour affaiblir la Macédoine du Nord. Ils sont opposés à l'adhésion de l'Union européenne et reprenaient à son compte le discours de la Russie selon lequel la guerre en Ukraine n'était qu'une opération militaire spéciale et que Desna les soutienne. Donc ça va quand même un peu plus loin que les Le Pen peuvent dire aujourd'hui en France. Ils doivent, on sait que c'est vrai, mais parce que Le Pen, mais ils disent pas ouvertement. Et Le Pen, ils essaient de nous reconquérir. Ils conquisent pas mal déjà. Ils vont pas nous conquérir. Non, ça c'est sûr. Ils chopent. Bref. Allez, écoutez ailleurs, Marine.
Le 5 mai 2023, Luco a été arrêté pour la dernière fois. Il est interpellé à un contrôle de police. Il rentre chez lui avec un ami après avoir été chercher de l'or dans une mine abandonnée. Là, la police va découvrir une arme à feu non autorisée dans son véhicule et il sera placé en détention. Mais comme d'habitude, aucune peine de prison. Voilà. Donc, quel est le lien avec les 3 suspects pour l'arrêt, enfin le kidnapping de Ponche et de Vania? Donc, on revient à notre suspect. Velibor a rencontré Luco en 2018 parce que Luco avait besoin d'observateurs électoraux. Okay. Il connaissait Velibor parce qu'il était impliqué dans la partie police municipale de Vélez avant sa démission. Et lorsqu'il va lorsqu'il a fondé Desna, Velibor, il l'invite à le rejoindre. Okay. Et Velibor, bien qu'il ait adhéré au parti, il se disputait souvent avec les autres membres. Velibor, c'est un peu... Il a l'air un peu compliqué, c'est ça. Luco décrit Velibor comme ambitieux et avide d'argent. Un jour, il se dispute avec un autre membre du parti, Stefan Dimovski, au sujet de l'achat et de la vente de machines agricoles et pour lesquelles Velibor n'avait pas payé la totalité de la somme due. Ah ouais. Et ça a failli générer en bagarre lors d'une réunion du parti, ce qui a nécessité l'intervention de Luco. Aussi, Velibor avait emprunté 1000 francs suisses à un membre du parti vivant en Suisse, qui n'a jamais remboursé. Donc, Velibor n'a pas remboursé ses dettes. Enfin, Velibor il part en sucette, hein. Ouais, il commence à avoir un MO, quoi. Ouais. Velibor connaissait Bor Bidevski, le deuxième, depuis leur enfance, et ils étaient des amis proches depuis l'école primaire. C'est comme ça que lorsque Velibor, qui est ami avec Luco, qui va vouloir développer Desna et obtenir le maximum nombre de signatures requis pour que le parti soit enregistré, il va se tourner vers son copain Bor. Et Bor va donner sa signature et va ensuite rejoindre Desna parce qu'ils partagent quand même les idées de leur programme, quoi. Ouais. Et principalement, ils partagent cette idée d'une église et le changement de nom de la Macédoine. Donc, tu vois, souvent, ils partagent des petites idées de la droite sans voir les idées plus larges qui sont plus dévastatrices, c'est sûr. De toute façon, c'est souvent ça. Hein. C'est ça. Comme on a déjà dit, les informations sur Vlatko Keshikov et sa vie avant de rejoindre Desna sont assez rares, mais on sait qu'il est vachement impliqué dans la partie. Il travaille comme concierge et cuisinier au siège de Desna et servait souvent du café et des boissons aux visiteurs. Et bien que ce travail semble pas très important, il faisait quand même plus que ça. Parce qu'il n'était pas payé pour ce travail, mais il le fait par dévouement envers Luco. En fait, il est un sort de gardien, mais un bras droit de Luco. Ouais. Il est un peu soumis. Et il vit même dans le bureau de Desna. Et en fait, il dort sur place, quoi. Ouais. Enfin, il dort dans la pièce de son bureau. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été arrêté quand la police arrive. Et quand la police arrive, je fais une petite parenthèse, il va leur dire « Où étiez-vous? Nous vous attendions depuis tout à l'heure. » Okay. Donc, au cours de la nuit du 2 décembre, Velibor, Bor et Vlatko ont tous avoué. Les fouilles à la recherche d'or dans les mines abandonnées n'étaient pas une indication. En fait, Luco et son groupe avaient des difficultés financières. Donc, en fait, pourquoi aller fouiller dans une mine d'or si tu as des thunes? Parce que ça doit être laborieux comme taf. Il paraît que c'est pas facile, oui. Voilà. Et donc, en fait, il y a des soucis financiers. Donc, en fait, depuis plusieurs mois, Luco planifie une série d'enlèvements pour tirer profit des rançons. D'accord. Donc, les hommes avaient creusé des trous 1 an à l'avance dans lesquels, en fait, ils avaient prévoyé de cacher leurs victimes avant même d'avoir décidé qui seraient les victimes. Ils allaient les cacher dans les trous et les libérer une fois la rançon payée. Enfin, c'était ça, en tout cas. Ah oui, bien sûr. Ils vont acheter des masques, des gants, des téléphones Motorola, du ruban adhésif, des sacs de couchage et des armes pour mener à bien le plan. Pourquoi des sacs de couchage? Pour mettre des victimes à l'intérieur des trous. Oui. J'ai compris direct. Velibor et Vlatko se sont ensuite rendus dans une station-service pour acheter des bidons d'essence. Ils vont choisir Vanya, la petite fille, en raison de la fortune de son grand-père, qui est décédé. Mais ils avaient également besoin d'une voiture qui ne puisse pas être reliée à eux pour mener à bien les enlèvements. Et c'est là où, en fait, son greffe de longue date de Velibor, parce que Padja a refusé de le payer, est revenu et dit, tiens, on va prendre Padja pour prendre sa voiture. Comme quoi, le gars, il est... Ah ouais, il lâche pas l'affaire. Il lâche pas l'affaire.
Donc, le 22 novembre, il passe devant la maison de Pancha pour voir si le plan était viable et évaluer le risque qu'il présentait cette cible. Vers 5h30, 6h du matin, le 23 novembre, ils vont retourner chez lui. Vlatko les attend à la gare dans le Renault, alors que Velibor et Luko se rendent à la maison de Pancha. Selon eux, Pancha a été bien rentré chez lui après avoir été vu pour la dernière fois le 22 novembre, comme j'avais dit. Il avait simplement fait à une heure suffisamment tardive pour que les voisins ne le remarquent pas. Et ils ont quand même attendu, donc ils rentrent dans la maison, mais ils attendent jusqu'à 7h45 que Pancha sorte de chez lui. Ouais. Et là, ils ne sortent pas, donc Luko va les ordonner d'aller frapper à la porte. Okay. Et comme Pancha connaissait Velibor, il a décidé que ça serait Bor qui va frapper, parce que sinon il va pas ouvrir. Ah oui. Donc Bor va frapper à la porte, Pancha est venu ouvrir, et là tout le monde se précipite sur lui. Mm-hmm. Les trois hommes sont masqués, ils vont le pousser à l'intérieur, il va se mettre à crier, Velibor va lui couvrir la bouche avec sa main, et il va commencer à attacher les mains de Pancha, alors que Luko lui prend son téléphone et les clés de sa voiture. Là, il force Pancha à entrer dans le coffre de son propre véhicule et ils vont prendre la route. Ils vont se rendre dans la région de Rudnik afin de jeter le téléphone de Pancha dans le ravin et de faire une pleine d'essence pour ne pas avoir à s'arrêter à une station de service avec les essences qu'ils avaient. Velibor va ensuite forcer Pancha à entrer dans le trou une fois qu'ils arrivent là, qu'il avait creusé. Et là, Luko se rapproche du trou et tire une balle directe dans le temple de Pancha avec un pistolet de 9 mm, le tuant sur le coup. Wow. À quoi, soi-disant, les trois autres ne s'attendent pas du tout. L'idée, c'est qu'on va kidnapper des gens, on les masque, on les met dans le trou, on les garde là, et ensuite, une fois qu'ils en auront rançon, ils libèrent tout le monde. Ouais, alors, moi, j'y crois pas trop. Hein. Écoute, c'est l'histoire jusque-là, en tout cas. Donc, du coup, là, c'est le moment de passer à Vanya. Donc, en fait, ils avaient prévu de kidnapper Vanya le lendemain, mais le 24 novembre, ils sont pris dans un embouteillage, et le temps que celui-ci se résorbe, l'école était finie, et Vanya était rentrée chez elle. Comme le 24 novembre, c'était un vendredi, ils ont dû attendre la fin du week-end pour réessayer. Du coup, en tout cas, c'est leur histoire. Du coup, le 27 novembre, Vlatko attend devant l'appartement de Vanya dans la voiture volée de Pancha, alors que Bor et Velibor utilisent un tournevis pour ouvrir et se faufiler par l'entrée arrière de la maison. Okay. Les deux hommes vont se cacher sous les marches de la maison et vont attendre que Vanya commence à descendre. Quelle angoisse. Lorsqu'elle descend, Bor se précipite vers elle, l'attrapant d'une main en utilisant l'autre pour couvrir sa bouche avec du ruban adhésif. C'est quand même assez rapide. Hein. Ils vont ensuite la traîner sous les marches où il fait sombre et personne ne pouvait les voir. Et c'est là où elle sera ligotée et forcée à rentrer dans un sac de couchage qu'ils vont ensuite mettre dans la voiture avant de partir. Et d'où pourquoi on ne voit jamais Vanya sur aucune vidéo de caméra surveillance. Oh mon Dieu. Là, ils vont rouler, ils vont casser son téléphone pour que le signal ne puisse pas être suivi. Son téléphone va donner un dernier signal, tu sais, devant le café, on a dit. Mais bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être le temps qu'ils l'ont cassé, oui, voilà, c'est déjà ça. par là, tu vois. C'est ça. Là, ils vont retrouver Luko, qui est dans le Renault. Et c'est là, ils vont filmer les deux bagnoles. OK. Ils vont se rendre dans les champs de Brazda. Ils vont sortir le sac de couchage du coffre. Et ils vont ouvrir le sac, retirer le ruban adhésif. Et là, Velibor va dire qu'il réalise qu'une erreur avait été commise. Et en fait, il voit que Vanya n'est qu'une enfant. Ah, c'est maintenant qu'il le... C'est ça. Il dit qu'en fait, ils n'avaient pas l'idée qu'il kidnappait un enfant. Oh mon Dieu! Parce que il dit que Luko leur avait dit qu'il kidnappait une femme d'affaires d'une 40aine d'années. OK. Selon Velibor, il va supplier Luko de ne pas la tuer puisqu'elle avait été kidnappée par erreur, mais Luko va l'ignorer. Il va prendre une photo de Vanya et la interroger sur ses parents avant de recouvrir froidement le visage de Vanya avec un oreiller que quelqu'un avait jeté dans les environs. Et là, en utilisant l'oreiller pour étouffer le bruit de coups de feu, il va tirer une balle dans la tête, lui tuant également sur le coup. Ils vont enterrer son corps dans le trou, incendier le Citroën, et là, ils vont laisser le téléphone de Vanya aussi dans la voiture pour qu'elle soit détruite par les flammes. Ouais. Luko va ensuite mettre ses armes, les téléphones Motorola, dans un sac à dos bleu qu'il a donné à un autre membre de Desna, un employé de la Banque nationale nommé Zoran Davidkov.
Et Luko va lui dire de détruire le sac ou de le cacher, de nettoyer les outils qu'ils avaient utilisés et de détruire toute trace. Ouais. Quelques jours plus tard, Luko a de nouveau appelé Velibor. Là, Luko se trouve à la frontière turque et va l'appeler pour lui demander de rappeler à Zoran de détruire les preuves qu'il lui avait remises. Il avait encore une autre chose. En fait, certains vont accuser le papa, Alexander, le père de Vanya, d'être impliqué. Parce qu'ils affirment qu'il leur avait fourni des informations sur les déplacements de Vanya et leur avait dit qu'elle serait seule pendant son travail vers l'école. Parce que, souviens-toi, j'avais dit que normalement, elle est toujours avec sa sœur. Ouais. Et là, exceptionnellement, sa sœur était pas là. D'accord. Parce que son professeur était absent. Okay. Donc, comment est-ce que les 4 auraient su que Vanya allait être seule? Bon. Sur la base de cette déclaration, Alexander est aussi arrêté et interrogé. Il va nier toute implication dans le meurtre de sa fille et va insister sur le fait qu'il ne connaissait même pas Luko. Mais néanmoins, il sera inculpé pour le crime à côté des 4 autres. OK. Le 3 décembre, sur une escorte policière, Vlatko va conduire la police dans les champs de Brazda et indique l'endroit où la fosse avait été creusée, un petit emplacement à l'écart d'un chemin de terre. La police va creuser jusqu'à ce qu'un nez et une jambe apparaissent. Elle a ensuite exhumé le corps de Vanya et le soir même, les autres suspects vont conduire la police de Vélez au cœur de la forêt. Ils ont vraiment à l'extérieur du village et là, ils vont indiquer une bâche et de la terre. La bâche sera retirée pour relever une fosse de 3 mètres contenant le corps de Ponche. Okay. Cette fosse est plus profonde que celle de Vanya. Il aura fallu 3 heures pour exhumer son corps et il doit faire appel même à des pompiers pour les aider. Ah ouais. Donc, en fait, à la base, la police va déclarer que les corps n'auraient probablement jamais été retrouvés si les meurtriers n'avaient pas avoué parce que l'endroit est tellement isolé. L'autopsie de Vanya contredit le récit de Velibor. Selon l'examen, il n'avait aucun signe d'étouffement ou d'oreiller enfoncé sur son visage, qu'elle avait reçu une balle dans la nuque à une distance d'un demi-mètre alors qu'elle était à genoux. Le médecin légiste va également noter des marques sur ses poignets et ses chevilles, indiquant qu'elle avait été ligotée. Il n'y a aucun signe d'agression sexuelle. Le ruban adhésif était encore collé sur sa bouche et l'ADN extrait du ruban correspondait à celui de Velibor. D'accord. Ponche avait été exécuté d'une seule balle tirée juste derrière l'oreille. Et d'ailleurs, la douille est retrouvée près de la fosse. Son corps présentait des signes de contention et de violence physique, indiquant qu'il avait été sévèrement battu avant d'avoir été abattu. Clairement par le mec, par voilà. Velibor. Et tous deux avaient été tués quelques heures seulement après leur enlèvement. Ouais. C'était très rapide. La police va perquisitionner le siège de Desna et va retrouver le Renault Kangoo qu'elle est confisqué. La boue sur les pneus correspond à celle retrouvée à Brazda. Des cheveux et des fibres appartenant à Luko ont été trouvés. Le 5 décembre, la police a trouvé 2 pistolets à Skopje, dont l'un correspondait à la balle la balle trouvée à côté de Poncha. Et les 2 étaient enregistrés au nom de Luko. Le téléphone de Luko a été localisé sur les 2 scènes de crime, mais lui-même est introuvable. Ce qui était quand même un peu prévisible compte tenu de l'appel téléphonique reçu, comme quoi il est en Turquie. Le 30 novembre, Luko a demandé à son avocat de le conduire à Belgrade, en Serbie. Pardon, en Serbie? J'avais dit en Serbie ou en Turquie? En Serbie, je crois. Oui, Belgrade, ça. Donc, son avocat était innocent, il ignore vraiment l'implication de son client dans les meurtres. En plus, il a vraiment une raison légitime, soi-disant, de se rendre en Serbie. Il avait un examen médical prévu dans cette ville. Et donc, après son arrivée, il va passer 2 nuits à l'hôtel à Belgrade. Le 2 décembre, Stefan Demovski, 46 ans, est venu chercher Luko. Ensemble, ils vont traverser la frontière bulgare, où ils vont ensuite prendre la route de la Turquie, où ils se sont arrêtés à Balıkesir. Et une fois dans cette ville, Luko va louer une maison sur son vrai nom, va le payer 1 mois à l'avance, parce qu'il prévoit de rester en Turquie, tu sais bien la Turquie, pendant quelques temps avant de se rendre à Moscou. Donc, pendant ce temps, la police de Macédoine va émettre une notice rouge Interpol à son encontre, et ils vont simplement attendre de nouvelles de ses homologues turcs. Mais la police va quand même arrêter Stéphane, l'autre membre de Desna, à la frontière macédonienne. Putain, j'ai du mal avec ça.
Stéphane a commencé son retour en Macédoine du Nord immédiatement après que Luko a été déclaré suspect. Il nie avoir eu connaissance des actes commis. Cependant, il ne pouvait pas nier d'avoir conduit Luko en Turquie parce qu'il avait publié une photo de lui. Enfin, il y a une photo de lui approchant du pont Osman Gazi le 3 décembre. Donc, en fait, on le prend en photo. Pendant ce temps, les 4 personnes arrêtées, donc les 3 plus le papa, sont inculpées et placées en détention provisoire. Elles sont placées dans les cellules séparées pour les protéger des autres détenus, mais ces derniers leur ont quand même rendu la vie impossible, les insultant, les criant dessus sans cesse et en frappant contre les murs et les barreaux pour les empêcher de dormir. Nice. Ils ont interrogé et crié sur les 4 hommes pour savoir pourquoi ils avaient participé au meurtre. Velibor a déclaré qu'il voulait de l'argent pour payer le mariage de sa fille, ce qui a provoqué une tollée générale, tu imagines bien, parce que tu vas tuer des gens pour le mariage de ta fille, enfin... Arrête tes conneries. Quelle idée, quoi. Arrête tes conneries. Petite pause d'hydratation. Merci. La tollée générale. Donc, cette attitude s'est également étendue à leur défense juridique. Aucun avocat du pays ne voulait se charger de l'affaire. Ouais? Ouais, aucun. C'est rare, ça. Ouais, de sorte que les 4 suspects ont dû se voir attribuer des avocats. Okay. Mais compte tenu de l'indignation suscitée dans tout le pays, le tribunal a refusé de divulguer les noms de leurs avocats pour leur propre sécurité. Ouais, pour leur réputation. C'est énorme, quand même. Moi, j'ai jamais entendu ça. Non plus. Ouais. En fait, l'indignation est si forte que beaucoup réclament le rétablissement de la peine de mort. Waouh. Ouais, ils sont fâchés. Ah, ils sont pas contents. Pas du tout. Le 5 décembre, la police turque a croisé Luko qui errait sur le bord de l'autoroute. Et lorsque l'on va l'arrêter, il va faire aucune résistance et il les laisse l'amener sans rien dire. Mais il dit rien à la police locale. Le 30 avril 2024, un tribunal turc a approuvé la demande d'extradition et sera renvoyé en Macédoine du Nord le 16 mai. Dès son atterrissage à l'aéroport de Skopje, il est placé en état d'arrestation et il est inculpé. Okay. Luko va forcément nier toute implication dans le meurtre et ses partisans, ainsi que l'extrême droite d'autres pays, n'ont pas tardé à affirmer qu'il est victime d'un coup monté dans le cadre d'une poursuite judiciaire à motivation politique. Mais oui, il y en a marre qu'on soit toujours des victimes. Mais bien sûr, c'est toujours un complot. C'est jamais, ça peut, en fait, on peut pas mettre la raison et la logique en face de soi-même, ni des preuves. Donc, les 5 suspects sont désormais tous réunis dans le même endroit, donc on va décider de les juger ensemble pour le meurtre de Panche et de Vania et le faire en une seule affaire. Ouais. Le procès est reporté à plusieurs reprises, en partie à cause de la fusion des affaires par le ministre public et aussi à des problèmes de santé de bord. Tu sais, c'est celui qui avait pris le problème des reins, qui avait une greffe, etc. Donc, le procès va débuter le 20 septembre 2024. Tout le monde va plaider non coupable. Les preuves contre Velibor, Vlatko et Luko sont accablantes et malgré tout ce qu'ils disent, leur condamnation est courue d'avance. Oui. Le ministère public a requis la prison à perpète pour les 4. Quant au papa, Alexander, il a été requis une peine sévère, mais comme le ministère public ne croyait pas qu'il savait que Vania allait être tuée et qu'il n'avait pas participé physiquement, il est condamné à 10 ans de prison. Mais est-ce qu'il est-ce qu'il était dans la complicité de ils vont enlever ma fille pour éventuellement récupérer de l'argent? Non, en fait. Il était même pas au courant de ça, quoi. En fait, c'est vraiment sur cette idée que quelqu'un a dû leur fournir l'info qu'elle partait toute seule, qu'il est inculpé, qu'il est condamné. Mais en fait, c'est rien du tout. Il n'y a pas de preuve là-dessus. Comme j'ai pas pu me relire avant, il y a peut-être autre chose, mais je pense pas. Je pense que c'était vraiment sur ça. C'est fou. Donc, les 3 hommes, par Luko et Alexandre, les 3 autres sont revenus sur leur déclaration. Velibor et Vlatko vont essayer de minimiser leur rôle dans les meurtres et Luko et Alexandre vont nier encore une fois toute implication. Il va ressortir du procès d'Alexander qui s'est montré étrangement pessimiste, donc c'est ça les autres preuves pendant les recherches. Lorsque la mère de Vania va témoigner, elle déclare que Alexander ne lui avait pas expliqué pourquoi il pensait que Vania avait été kidnappée et qu'il lui avait dit une fois, il n'y a plus rien à faire. Donc son avocat va déclarer que son client croyait simplement à la théorie de l'enlèvement parce que, en fait, il n'acceptait pas l'idée que sa fille soit enfuie. Ouais, bien sûr. Et c'est également comme ça que la mère aussi avait rationalisé ce comportement. En fait, tout le monde s'est dit, mais Vania serait jamais partie d'elle-même, elle a été kidnappée.
L'accusation a également fait valoir qu'Alexander était un toxicomane sans emploi et criblé de dettes de jeu, ce qui explique le mobile, comme tu dis, financière. Mais en fait, les proches d'Alexander vont complètement dire que c'est faux. Ils vont dire qu'en fait, oui, en effet, à un moment, il était un peu drogué, mais ça fait des décennies qu'il est plus. Il était un peu drogué sur les bords, ça va. Oui, et en plus, il était vachement... Non, depuis des décennies, il se drogue plus, et en plus, il était vraiment un homme de famille, quoi. Ouais. Velibor, une nouvelle fois, va dire qu'il ne savait pas que Lupko allait exécuter les deux personnes de manière aussi cruelle. Il va répéter qu'il a tenté de convaincre d'épargner Vania. Vlatko, qui est connu pour être très loyal envers Lupko, va se retourner quand même enfin contre lui. Il va dire que, en fait, Lupko l'a trahi, l'a impliqué dans son plan, l'a demandé à plusieurs reprises d'être retiré à la salle d'audience parce qu'il avait trop peur de témoigner en sa présence. Ouais. Mais en fait, la déclaration exacte de Velibor était la suivante. Je n'étais qu'un outil. Pendant 6 ans, je l'ai soutenu. Je lui ai donné mon âme. Je lui ai fait sortir de prison. J'ai couru après des avocats. Au final, il m'a envoyé en prison pour quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Vlatko va déclarer que Lupko l'avait trahi, que c'était un complot, il devait pas être impliqué. Ouais. Et en fait, il devait juste monter la garde pour le véhicule. Et en fait, Lupko avait tout à fait une autre idée en tête. Et en fait, il dit même qu'il a appris la disparition de Panche et Vania sur les réseaux sociaux. Ok. L'accusation a fait valoir que l'enlèvement contre rançon n'était qu'un prétexte et que tout le monde avait prévu depuis le début d'assassiner les deux personnes. L'accusation a montré les images de vidéosurveillance montrant le Citroën et le Renault se rencontrer, ainsi que des images de vidéosurveillance prises dans la même rue que la maison de Velibor, et qui les montre en train de charger une pelle dans le Renault. Donc quand même, tu prends une pelle. Pas fou. Voilà. Mais le mobile qui aurait été poussé à tuer Vania de manière aussi cruelle reste incertain dans tout ça. Parce que c'est vrai, T'es une enfant, quoi. où est le rançon, tu vois, c'est En quand fait, même c'est exactement space. ce que je disais. Il l'a pris en photo, oui, mais ça ne sert à rien dans ce cas. Pour une pelle. Ça ne sert à rien. Ouais, je sais pas. Bor, donc le troisième, à son tour, nie toute implication. Il avait un alibi, selon lui. En fait, il va dire que du 21 au 24 novembre et le 27 novembre, il était au travail toute la journée et n'avait pas eu le temps de rejoindre les 3 autres. Quant à savoir pourquoi il avait avoué c'est tel cas, il a affirmé que la police lui avait torturé et qu'on lui a extorqué des aveux. Il a déclaré qu'il n'avait pas retracté ses aveux plus tôt par crainte de représailles de la part de la police, mais que le procès étant public, il se sentait plus en confiance pour dire la vérité maintenant. Ok. Après, il n'a pas pu appeler à la barre le moindre témoin pour corroborer son alibi. Personne ne sait s'il était au boulot. En plus, il n'était pas prévu qu'il était au travail ce jour-là. Et en plus, il est filmé avec Velibor en train de préparer quelque chose. Donc, il n'y a rien qui va. Ouais, en gros, bof, quoi. Ouais. Je vais sauter un peu. Et bon, en bref, les 3 hommes vont dire que Lupko devait être condamné pour meurtre et que les autres devaient condamner que pour l'enlèvement, mais acquitté de meurtre. C'est ça qu'ils veulent dire. Ok. Lupko, à son tour, réclame son innocence. Il affirme qu'il n'y a aucune preuve contre lui, dénonce le presse comme un acte de persécution politique. Il va également déclarer il a une explication tout à fait innocente de sa présence en Turquie, des raisons médicales, faire des recherches, être en pourparlers avec un Turc local pour participer à un podcast. En fait, en gros, que il veut prouver que c'est un personnage révolutionnaire qui est nommé Götze Delki, qui n'a pas été tué par l'armée ottomane, mais par les dirigeants suprêmes. Qu'en gros, il est là pour prouver qu'il est sous une pression politique. Pauvre chouchou. Donc, aussi, on avait vu qu'il voulait partir à Moscou parce qu'il avait acheté des billets d'avion. Donc, en fait, ces billets avaient été achetés en Biélorussie. Et en fait, il va dire au tribunal qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir et de rester là-bas, mais il voulait juste se rendre en Russie pour obtenir des tracts Novgorod et des copies de documents de la bibliothèque publique de Moscou pour les ramener chez lui. Tu vois, tout s'explique. Ben oui. Voilà. Je vois pas pourquoi on s'acharne. Il a fait aussi valoir que son extradition vers la Macédoine était illégale. Selon lui, un procureur turc l'a rencontré après son arrestation pour lui demander s'il était possible que les accusations soient motivées pour des raisons politiques et s'il risquait d'être torturé ou persécuté en Macédoine du Nord avant d'envisager son extradition. Donc, voilà. Enfin, vraiment, le gars, c'est Donald Trump version Macédoine du Nord. Donc, son avocat va faire valoir que les seules preuves à son charge sont des déclarations des 3 autres accusés.
Parce qu'en fait, en gros, il cherche à avoir une peine moins lourde. C'est Évidemment. tout simplement ça. Et quant à Alexander, le papa, alors que les 4 autres accusés se montraient très émus, très passionnés ou très en colère lorsqu'ils racontent leur version des Ouais. faits, mais Alexander, à son tour, il est hyper triste, il est abattu, il déclare même au tribunal qu'une partie de lui est morte avec sa fille. Pour rappel, il est seulement accusé parce qu'il il est accusé soi-disant pour avoir fourni des Oui. informations, mais en fait, son avocat, il dit, Il y a rien. il y a rien, quoi. Il y a rien qui peut être découvert, il les C'est juste connaissait des pas, on-dit. c'est des on-dit, c'est hallucinant, en fait. Moi, Il a cette pris partie de 10 ans, l'histoire m'a fait, surtout, c'est énorme. et puis c'est son papa, quoi. Enfin, si c'est pas vrai, t'imagines Si c'est pas vrai, combien c'est c'est grave, horrible. quoi. C'est C'est ça. horrible. Par contre, si c'est vrai, c'est pas assez. On est d'accord. Ah, merde! On sait pas! Je suis en En je te suis adéquation en avec ce que tu adéquation. dis. Merde, oui. Donc, bien que l'accusation accuse Alexandre d'avoir communiqué avec Luko pour coordonner l'enlèvement de sa fille, elle va quand même admettre de ne pas pouvoir produire le moindre appel ou message. Ok. Non, pas de SMS, pas d'appel, rien. Ils vont juste dire, oh, ben, il devait avoir des téléphones différents, il utilisait des numéros différents, enfin, voilà. Entre-temps, les téléphones d'Alexander sont saisis, examinés, et encore une fois, aucun signe de communication avec ces personnes, en fait. Donc, il y avait quand même un autre problème. Vania et sa sœur vivaient avec leur mère, alors que Alexander vivait dans un appartement séparé. Et comme elle vivait avec leur mère, l'école n'avait prévenu que la mère de l'absence de la sœur. Donc, il pouvait pas savoir, en plus, que sa fille se rendait seule à l'école. On ne lui a pas appelé. On a dit qu'à la mère que le professeur était absent et la mère n'a pas prévenu Alexander. Donc, il est même pas au courant. C'est vraiment juste une coïncidence. Donc, vraiment, il y a aucune preuve, en fait. Vraiment. Voilà. Et la mère Aucun dit moyen avoir pour lui. dit, donc quelqu'un d'autre lui aurait dit, enfin, c'est absurde. Ok. Le 25 juin 2025, donc on arrive à l'actualité, Ljubko, Velibor et Vlatko ont tous été reconnus coupables du double meurtre de Panche et de Vania et ont été condamnés de nouveau à la prison à perpète. Et en plus de leur peine à perpète, les 4 hommes sont condamnés à 10 ans de prison supplémentaire pour les enlèvements. Wow. Alexander, quant à lui, est acquitté et libéré. Oh. Le tribunal a estimé que l'accusation n'avait présenté aucune preuve tangible le mettant en cause et que sa culpabilité n'avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Et je suis Complètement en adéquation avec cette chose. Et bien que son avocat va obtenir l'acquittement de son client, il va déclarer aux journalistes que ce n'était pas une victoire, que si le meurtre a été prémédité dès le début, Alexander restait sans réponse quant à la raison pour laquelle sa fille avait été assassinée. Parce que c'est vrai qu'on sait toujours pas pourquoi. Ouais. Et en même temps, le ministère public va annoncer son intention de faire appel de cet acquittement. Il a admis ne disposer d'aucune preuve nouvelle ou supplémentaire, mais a déclaré que personne, à part lui et la mère de Vania, ne pouvait savoir que Vania se rendait seule à l'école ce jour-là, sans sa sœur. Ils vont déclarer que son implication était un fait incontestable. Donc ça, c'est en juin. Donc encore, là, maintenant, ils vont essayer de le poursuivre, le papa. Tiens. Il n'est pas sorti d'affaire. Waouh. Les avocats vont forcément condamner cette annonce. Bref. L'avocat de Ljubko va qualifier l'ensemble du procès de cirque et a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve. Et de l'autre côté, Velibor et Vlatko vont aussi faire valoir qu'ils n'avaient pas commis le meurtre et qu'ils auraient dû bénéficier d'une certaine clémence. Enfin, bref. Et il y a les 2 autres complices, Stefan Dimovski, qui ne semble pas avoir condamné pour rien et lui avoir fui le pays. Il a juste amené Ljubko à son rendez-vous médical. Et d'ailleurs, il apparaît comme témoin au procès. Et l'autre, Zoran Davidkov, qui devait, cacher ou détruire les preuves. En fait, lui, l'enquête sur son rôle a débuté le 20 juin 2025 et jusqu'à présent, il continue à nier et dire que c'est des fausses accusations. D'accord, ok. Donc là, c'est en cours. Voilà. Et donc là, on revient, qu'est-ce qui est arrivé à Densa, la partie politique? Donc là, Ljubko est en prison pour avoir assassiné un coiffeur âgé de 70 ans et une fillette de 14 ans, moins d'1 an après la création du parti. Et aujourd'hui, Ljubko reste, on l'a compris, un des hommes les plus détestés de la Macédoine du Nord, mais la partie existe toujours. Ouais, quelqu'un d'autre a pris le relais. Ils ont un nouveau leader, Ouais, voilà. qui est un bon ami de Ljubko.
Bah oui, évidemment. Les 4 membres ont vu leur adhésion gelée, mais le nouveau dirigeant soutient Lupko et continue de faire en sorte que l'une des positions de Denza soit que Lupko a fait l'objet de poursuites politiques. Oh mon Dieu. Donc, beaucoup de personnes demandent que la partie soit officiellement dissoute. Il sera qualifié par les ministres de l'Intérieur comme un repère criminel soumis à l'influence étrangère et non de parti politique. La partie d'opposition officielle de tendance conservatrice va être indignée de la poursuite de l'existence de Desna et va condamner le gouvernement pour avoir, entre guillemets, protégé Lupko et donner, une quelconque légitimité à cette partie. Légitimité, ouais, c'est clair. Ouais. Je suis complètement d'accord. Légitimité, ouais. Et malgré toute cette mauvaise presse, Desna est autorisé à conserver son statut de parti et sera officiellement présenté aux élections parlementaires en 2024. Qui étaient également les premières élections parlementaires auxquelles Desna participait. Ok. Ils reçoivent aucune contribution financière. Ils n'obtiennent que 456 voix, ce qui en fait le troisième pire résultat de tous les partis officiels lors du cycle électoral cette année-là. Mais bon, ils y sont. Mais l'influence de la partie reste négligeable. Oui. Et on pourrait dire qu'il est en phase de disparaître, mais je sais pas, j'ai pas envie de crier victoire tout de suite. Faut jamais, parce que ce genre de parti, c'est très, très, tu sais jamais ce qui va se passer. Oui. Vraiment. Et ça peut renaître de ses cendres, en 2 secondes. En plus, je sais pas quoi dire parce que quelque part, moi, quand je suis arrivée en France, d'ailleurs, c'est une histoire assez drôle. En fait, mon frère avait fait un tremplin avec les garçons de boucher. Les garçons de boucher. Et j'en parlais avec celui qui a fait tous les films, je sais pas comment il s'appelle, mais tu sais, celui qui est un peu ample, qui fait pas mal de... Tequila? Non, je ne sais pas. Et en fait, moi, je venais fraîchement d'arriver aux États-Unis, donc vraiment, j'avais une optique très pas de gris, très noir et blanc, et puis très immature. J'étais adolescente, etc. Et aussi, on a 2 partis politiques. Enfin voilà. Et quand je suis arrivée en France, tout ce truc Le Pen, moi, ça m'a choqué. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais c'est ça, en fait, c'est le truc, c'est ça la vraie liberté de la parole. En fait, la liberté de la parole fait que tu peux parler mal. Ben oui. Et que les gens n'aiment pas, mais c'est ça la politique, en fait. C'est ça la véritable liberté. Et j'ai 46 ans, donc ça fait 30 ans qu'il m'a dit ça. Et je retiens encore, ça m'avait appris quelque chose, qu'en fait, la vraie liberté de parole qu'on croit avoir aux États-Unis n'est pas du tout le cas, en fait. Donc c'est quelque chose que j'admire, mais aussi quelque chose où très clairement, c'est grotesque. François Hadji-Lazzaro. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il m'a appris ça à 16 ans. Si j'ai me le taguer, si jamais il écoute, il y a 30 ans, tu m'as appris quelque chose. Mais oui, il avait complètement raison. Et donc, que faire de ces partis? Enfin, clairement, ils ont leur droit d'exister. Mais je trouve que en tout cas, le gouvernement actuel, pour leur qualifier de, je sais pas, d'extrême droite, de criminel, en fait, le problème, c'est qu'avec en fait, c'est les gens d'extrême droite sont toujours les plus bruyants. Les gens d'extrême gauche sont très bruyants aussi. Mélenchon. Toutes les extrêmes sont bruyants, en fait. C'est les personnes et les partis qui sont, on va dire, raisonnables et qui pourraient faire du bien au pays qu'ils représentent. Je parle même pas de la France. Oui, mais on dit ça, mais ils crient aux auteurs parce qu'ils ont, en France, maintenant, on a cette loi pendant les partis politiques que tout le monde doit avoir même un laps de temps pour avoir la parole, ce que je trouve très bien. Oui. Mais c'est vrai que les partis politiques qui ont plus d'influence, qui ont plus de personnes qui votent pour eux, qui ont plus d'argent, on entend plus parler d'eux que nos extrêmes, quoi. Mais bien sûr. Donc ils font leur fanfare pour être entendus. C'est ça. Donc c'est biaisé, tout ça c'est biaisé. Complètement. Mais de toute façon, la mort à la politique. Ah, complet. Qu'est-ce que j'ai vu un truc, c'est un truc qui passe où le gars convainc-moi d'un truc complètement absurde et le gars il disait je pense que en fait on devrait élire une personne lambda à chaque fois pour être président. Mais et à la base ça devrait être ça. Mais non, mais à la base c'est ça, la démocratie en Grèce. Oui, mais aujourd'hui un homme politique c'est un boulot quoi. Mais pour moi en fait on devrait revenir à la base de la démocratie en Grèce antique. On élisait, enfin, tu recevais ton petit courrier, genre, tu vas servir. Et tu peux pas faire carrière dans la politique. Non. Et tu vas être élu, enfin, tu as été élu, tu as été choisi complètement par hasard pour représenter ton pays pendant un laps de temps. Et après, tu retournes à ton taf. En fait, on te fait tu es payé par ton taf quand même encore. Et après, tu peux revenir à ton boulot. Mais tu peux pas rester à la politique. Non. Et on devrait reprendre ce principe. Et quand tu vois aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez, qui était barmaid, elle est vachement plus proche de ce qui se passe vraiment dans son pays. Et en France, on n'a pas ça vraiment. Et en fait, on devrait avoir ça. On devrait avoir
ben voilà, toi, Sarah. Bon, alors toi, tu peux pas parce que tu n'as pas de la double nationalité. Mais moi, par exemple, ben, je reçois mon petit courrier. Et ben, pendant 1 an, je vais servir mon pays. Jury duty, but president. Ben oui, C'est ça. je suis d'accord. Et sur ça, Et je suis candidate d'accord. à la présidentielle 2028, Je sais pas. 30, je sais pas. Non, attends. 27. 27? Et oui, ouais, je prends 27. Bref, je suis candidate à la présidentielle. Ciel. Mais déjà, il faudrait que je sache le dire. Oui. Bon, Et, on a du temps, hein, on se Oui, prépare. il n'y a pas de problème. Donc, Ouais. bon, pour moi, présidente. Tu sais, j'oublie parce qu'on a fait nos deux épisodes rapidos là et on avait bien aimé le 20, toi un peu plus. Moi, j'ai que bien aimé. Moi, Je ça suis c'est un reservée. 3 sur 5. Toi, ça c'est toi 3, ce serait 3 sur 5. Moi, ce serait... Alors, roi, ce serait... Juan 4 avec glaçon, 300. Ok, moi c'est 3 avec et 200. Voilà. On commence à être Mais dur. c'est vraiment ton. Oui, c'est ton plus, style. c'est plus ma cam. Bon. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci de tous vos gentils messages Oui. et tous les likes et les choses comme ça. On les aime aime fort, beaucoup. fort, fort. Des bisous. Et see you next week. Ciao. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.